Sire shérif, vous ne vous êtes pas rasé ce matin? Mince Robin, tu m'as encore ridiculisé, moi et mes odieux dessins. Dans l'univers sans loi du Moyen-Âge, le seul espoir de justice pour les pauvres reposait entre les mains d'hommes audacieux vivant en liberté dans la forêt. Les hors-la-loi légendaires de l'Angleterre médiévale. Des héros qui chevauchaient sans peur dans les bois, vêtus de collants et de petites tuniques courtes leur cachant à peine les fesses. Le hors-la-loi du Moyen-Âge en est venu à représenter la liberté et la justice pour l'homme du peuple. Mais les hors-la-loi comme Robin des Bois ont-ils réellement existé en Angleterre médiévale? Et sinon, pourquoi y croyons-nous? Plus encore, l'homme du commun avait-il accès à la justice? La forêt représentait-elle vraiment la liberté? Et bien sûr, la question clé, les hors-la-loi ne portaient-ils jamais de pantalon? Mes investigations sur l'ordre public au Moyen-Âge commencent sur les traces d'une véritable bande de hors-la-loi du XIVe siècle dans le paisible village de Tea au Rutland. Charmant, n'est-ce pas? Pourtant, un après-midi de 1340, une fusillade spectaculaire fit voler en éclats la quiétude de ce petit bourg. Un groupe d'hommes armés mit le siège devant cette église. À l'issue d'une bataille féroce, le recteur, dont c'était le lieu de culte depuis 20 ans, fut traîné dans la rue et décapité. Mais les apparences sont trompeuses. Les hommes en armes qui avaient tué l'homme de Dieu n'étaient pas des brigands. Ils représentaient l'ordre public. Le hors-la-loi, c'était le recteur. Il s'appelait Richard Folville et faisait partie d'un clan de bandits notoires, les Folville. Une génération après leur mort, les Folville étaient célébrés comme des redresseurs de tort. Une chronique raconte comment ils prirent la loi entre leurs mains et entreprirent de réparer l'injustice par la force des armes. La loi des Folville devint synonyme de vol justifié. Alors les Folville étaient-ils de véritables Robins des Bois? Ce serait bien si c'était le cas, mais j'ai bien peur que non. Les Folville étaient une fratrie dont le père était seigneur d'Ashby Folville. Mais pourquoi des fils de la noblesse recouraient-ils au crime? Quand le vieux John de Folville mourut en 1310, il légua le domaine tout entier à son fils aîné, ce qui était normal à l'époque. Les fils cadets devaient s'engager dans les ordres ou dans l'armée. Mais dans le cas des Folville, il restait 6 frères, suffisamment pour choisir une troisième option: former une bande et se lancer dans une vie de criminel. Selon la légende locale, cette pierre avec une croix marque l'endroit où ils démarrèrent leur carrière de brigands. Car c'est ici qu'ils participèrent à l'assassinat d'un notable du coin. Mais ça ne suffisait pas pour devenir hors-la-loi. Il y avait d'autres exigences. La première qualification requise était de ne pas se présenter à son procès à 3 reprises. Les Folville réussirent ce test haut la main. Cela signifiait que dorénavant, ils pourraient exercer en tant que hors-la-loi patenté et développer leurs affaires d'attaque, de vol, d'extorsion et d'enlèvement pour se remplir les poches. Et ils n'étaient pas la seule bande d'aristos à terroriser le pays. Il y avait celle de Sir William Chettleton dans le Shropshire, celle de Sir Gilbert Middleton à Durham et celle de Sir Henry Leybourne dans le Kent, sans parler de celle de Cotterell qui se joignait parfois aux Folville. Ces bandes de la noblesse ne volaient pas aux riches pour donner aux pauvres. C'étaient des criminels professionnels, disposant d'un réseau d'espions, d'indicateurs et de relations politiques. John Bromyard, le prêcheur dominicain, se plaignait que l'Angleterre était accablée par le crime plus que tout autre pays.
surtout parce que la noblesse s'y adonnait ou engageait des brigands pour voler à sa place. Donc, si les hors-la-loi étaient vraiment des méchants, qu'en était-il de leur ennemi juré, le shérif? Le méchant shérif. Well done! You're finally learning how to treat these animals. Dans la forêt de Sherwood, on joue toujours le vieux mélodrame pour le plus grand plaisir du public. Isn't he tall? Don't you think he's tall? Il est certain qu'il y eut des shérifs qui abusaient de leur pouvoir. Au XIVe siècle, un shérif de Nottingham alla même jusqu'à diriger une opération de style mafieux qui impliquait sa femme, son clerc et son chapelain. Mais les méchants shérifs étaient l'exception, pas la règle. J'ai le regret de vous dire que la grande majorité des shérifs étaient des gratte-papier bureaucrates, débordés de travail, noyés sous un flot de plaintes de paysans procéduriers et d'ordres du gouvernement central. Ils étaient à eux seuls le conseil régional. We'll teach him some manners. Torturer les paysans et opprimer les pauvres. La plupart des shérifs étaient trop occupés à organiser la garde, à trouver les meilleurs fromages de la région pour la maison royale, ou une bonne paire de chiens de chasse pour le roi. Nous aimons penser à l'histoire des hors-la-loi comme à un conte de bons et méchants tout en noir et blanc. La réalité est moins tranchée. Durant le Moyen-Âge, la notion même de hors-la-loi changea radicalement, tout comme le système légal auquel il tentait d'échapper. En Angleterre anglo-saxonne, les gens avaient l'habitude de faire respecter la loi eux-mêmes. Ils formaient des sortes de milices de quartier, mais il y avait une grande différence. On pouvait en tirer de l'argent. Voyez-vous, les anglo-saxons ne se souciaient pas particulièrement des punitions. Ce qui les intéressait, c'était les compensations aux victimes. Et il y avait un tarif précis. Si le nez était mutilé, 6 shillings. Pour une oreille coupée, 12 shillings. 50 shillings pour un œil. 50 shillings pour un pied et 10 shillings pour le gros orteil. Pour chacune des 4 dents de devant, 6 shillings. Pour les dents juste à côté, 4 shillings. Pour les suivantes, 3 shillings. Ensuite, 1 shilling par dent. Se faire exploser la tête pouvait rapporter une fortune. C'est mon jour de chance! À l'époque, être déclaré hors la loi était un sort terrible. Les gens vivaient dans des petites communautés autogérées. En être exclu, c'était comme être envoyé en exil. Pire, un hors-la-loi était un loup, quelqu'un qu'on pouvait tuer à vue. Il était forcé de vivre en cavale permanente et en dehors de la société. Mais en 1066, l'Angleterre devint un pays occupé. Un système légal reposant sur la coopération entre conquis et conquérants n'aurait jamais pu marcher. Les Normands introduisirent donc certains raffinements, tels que la punition collective et le jugement par les armes. Le jugement par les armes vous fait peut-être penser à de nobles duels livrés à l'aube entre hommes d'épée émérites. Mais la réalité était souvent plus banale, quand elle n'était pas carrément comique. Prenez le cas de Thomas Whitehorn et de James Fisher. S'il est vrai qu'ils se sont rencontrés à l'aube, les armes fournies par les autorités n'étaient pas des épées. On donna à chacun une corne de bélier. Ils firent de leur mieux pour s'entretuer avec, mais elles se brisèrent après quelques coups et ils en furent réduits à se mordre à mort. Voici un compte-rendu contemporain des événements. Whitehorn fit tomber Fisher par terre et lui mordit le membre, le faisant hurler. Mais Fisher se releva, planta ses dents dans le nez de Whitehorn et lui enfonça le pouce dans l'œil. Whitehorn implora pitié, avoua tout et fut dûment pendu. Fisher, pour des raisons qui lui appartiennent, quitta la ville et devint ermite. Si c'était là la justice normande, les Normands pouvaient la garder. C'est ce que semblaient penser de nombreux anglo-saxons qui choisirent de devenir hors-la-loi plutôt que d'être jugés. Dès 1150, tout le système légal s'était effondré. Henri II le réinventa complètement, créant un système judiciaire propre à l'Angleterre qui rendit le pouvoir aux communautés locales.
le jugement par jury. Mais pas comme nous le connaissons. Les jurés du Moyen-Âge n'étaient pas choisis pour leur impartialité, mais parce qu'ils connaissaient les gens impliqués dans l'affaire. En 1344, par exemple, l'une des Folleville, Alice, fut acquittée au banc du roi par un jury spécialement importé d'ici, son village natal de Tea. L'Angleterre n'était pas sans loi, au contraire, il y en avait trop, réglant chaque petit détail de la vie. Mais les gens apprirent vite à les utiliser à leur avantage. L'homme du peuple n'avait pas besoin d'un Robin des Bois pour le défendre, il avait des avocats pour le faire. Les comptes rendus de ces audiences, vieux de quelques 700 ans, sont une lecture fascinante. Quel rapport les gens avaient-ils avec la justice au Moyen-Âge, comparé à aujourd'hui ? Ils étaient très procéduriers. On pense à l'Amérique moderne. La société médiévale utilisait la loi et la connaissait. Est-ce que ça coûtait cher ? Pour les pauvres, il y avait une forme primitive d'assistance judiciaire. On pouvait aussi engager un avocat en le payant en nature. Nous avons un document qui montre que cette personne a retenu les services d'un avocat en le payant en fromage et en beurre. Aujourd'hui, on se ferait envoyer sur les roses. La cour royale était l'équivalent médiéval de la cour d'assises. Peu importait la gravité de l'affaire, tout était officiellement enregistré avec un soin méticuleux du détail. Ce sont les rôles de la cour des Pleas Commons, tous les procès de l'année pour la ville de Londres. Celui-ci a duré longtemps. Richard Oring d'Exeter est venu porter son affaire jusqu'à Londres. Il accuse le défendeur, Henry Hull, d'avoir utilisé la force et la violence. Vi et armis. Il est entré dans son jardin avec épée, arc et flèche. Vous imaginez la scène. Dramatique. Oui, il a détruit son gazon. Le fond de l'affaire, c'est qu'il a taillé des branches, puis il a fait le tour et ramassé les chutes de son côté. Une dispute au sujet de rognures de haies. Oui. Avec l'habitude de se précipiter au tribunal pour se disputer des rognures de haies, de plus en plus de gens ne se présentaient plus à leur procès et étaient donc déclarés hors la loi pour non-présence. Dès le milieu du XIVe siècle, presque tout le monde semble avoir été hors la loi à un moment ou à un autre de sa vie. On n'en faisait pas tout un plat, un peu comme quand on se fait refuser sa carte de crédit. Avec l'affaiblissement de la menace d'être déclaré hors la loi, il devint plus difficile d'obliger les gens à passer en jugement. C'est pourquoi on créa des endroits comme celui-ci, une prison. Remarquez, ce n'était pas un lieu de punition, mais un moyen de forcer les gens à se présenter à leur procès. Les prisons médiévales étaient des entreprises privées qui pouvaient rapporter gentiment. Celle-ci a été construite par l'archevêque d'York, et il en a tiré un bon paquet. Ouverte au public en 1330, la prison de Hexham fut le premier établissement spécialement conçu dans ce but en Angleterre. Croyez-le ou non, il fallait payer pour y entrer et payer pour en sortir. Les geôliers brassaient leur bière et la vendaient aux détenus, qui devaient aussi acheter leur couchage, leur nourriture, leur chauffage et leur éclairage. On autorisait les prisonniers sans le sou à aller mendier dans les rues. N'importe quoi, du moment que l'archevêque touchait son dû. Ici, à Hexham, il y avait différents niveaux de confort, selon votre portefeuille. Les cachots étaient pour les miséreux. Ni fenêtre, ni air frais, ni, j'hésite à le dire, installation sanitaire. Alors qu'au rez-de-chaussée, on avait des toilettes et au premier étage, une cheminée. Si on était vraiment plein aux as, on pouvait vivre au dernier étage, avec le geôlier, qui avait non seulement des toilettes, mais 2 cheminées. Curieusement, le jugement par jury était volontaire. Remarquez, si vous refusiez le procès, on vous écrasait entre 2 pierres géantes jusqu'à ce que vous acceptiez ou mouriez. Pendant tout le Moyen-Âge, ce fut la seule torture utilisée par le système judiciaire anglais. Ce n'était pas pour vous faire avouer ou pour punir, mais simplement pour forcer le prisonnier à passer en jugement.
Il n'est peut-être pas étonnant que tant de gens aient préféré échapper au système en devenant hors-la-loi. Surtout ceux accusés de crimes graves, comme les meurtriers. L'idée de se cacher dans les bois devait avoir ses charmes. Mais n'allez pas penser qu'être hors-la-loi n'était pas si terrible, puisqu'on pouvait toujours mener une existence insouciante et libre dans la forêt. En réalité, la forêt était tout le contraire de ce qu'on croit. Jusqu'au fait qu'elle n'avait même pas besoin d'avoir des arbres. L'un des premiers gestes de Guillaume en tant que conquérant fut de créer la nouvelle forêt. J'ai toujours pensé que ça voulait dire qu'il avait planté tout un tas d'arbres pour que le peuple puisse venir faire des pique-niques sympas à l'ombre. Mais non, ce que ça voulait dire, c'est que le roi s'appropriait de vastes étendues de terre, comprenant des villes et des villages entiers, pour en faire son terrain de chasse privé. Pour protéger ses parcs, il imposa des lois draconiennes, les lois de la forêt. La forêt, c'était tout simplement l'endroit régi par la loi de la forêt. La police était faite par une armée d'officiers qui appliquaient sans pitié les sanctions rigoureuses imposées par le roi pour braconnage. Le comte de Cardigan est le 31e gardien héréditaire de la forêt de Savernake. Sa famille patrouille dans ces bois à la recherche de hors-la-loi et de braconniers depuis l'époque de la conquête. Toute personne prise à déranger les serfs du roi devait s'attendre à une horrible punition. Qu'est-ce qu'on lui faisait? Par exemple, si vous aviez utilisé votre arc et vos flèches pour tuer le cerf, ce qui était vraisemblablement le cas, et que vous ayez tiré votre flèche avec 2 doigts, dans les cas extrêmes, vous perdiez ces 2 doigts. Ainsi, vous ne pouviez plus tirer la moindre flèche sur les serfs du roi. D'où ce geste. À Azincourt, les archers anglais montrèrent aux chevaliers leurs 2 doigts pour prouver qu'ils pouvaient encore tirer à l'arc. À 100 mètres à gauche sous ces arbres, dans la même direction. Ah oui! On dit que Guillaume le Conquérant aimait les cerfs comme ses propres enfants. Henri Ier mit le braconnage au même rang que le meurtre. La punition de Richard Ier pour avoir tué un cerf était l'énucléation et l'émasculation. Si vous aviez une ferme à l'orée de la forêt et que les cerfs venaient détruire vos récoltes, c'était pas de chance. Vous n'aviez même pas le droit de clôturer vos champs pour les éloigner. On n'avait pas le droit? Non. De bien des manières, les cerfs de la forêt avaient plus de droits et de privilèges que les habitants de la région. C'est peut-être une des raisons qui ont rendu les histoires de Robin des Bois si populaires. Elles célébraient l'époque d'avant la conquête, quand les forêts étaient des lieux de liberté. Avec les Normands, elles devinrent des lieux de répression et de punition brutale. Mais autrefois, le peuple avait été libre d'y chasser et d'y ramasser du bois, et ce ne fut jamais oublié. Perdre un œil ou se faire trancher la main pour avoir braconné un cerf nous semble une justice cruelle. Mais la mutilation était une sanction relativement courante, et pour une bonne raison. C'était certes un moyen de punir les criminels, mais aussi de les identifier à une époque où les cartes d'identité n'existaient pas. On pouvait supposer, sans trop se tromper, qu'un homme à qui il manquait une oreille était un ex-détenu. Au XIIIe siècle, un certain John de Houghton en perdit une après avoir été botté par un cheval. Il insista pour porter sur lui un certificat attestant que son absence d'oreille était uniquement due à des causes médicales. Les hors-la-loi et les criminels violents condamnés à mort n'avaient que l'embarras du choix. Tout dépendait du lieu de leur exécution. À Sandown, on vous enterrait vivant. À Pevensey, on vous jetait dans le fleuve à marée haute. À Portsmouth, on vous brûlait. À Hastings, on vous balançait du haut d'une falaise dans la mer. Ici, à Halifax, on était à la pointe de la technologie de l'exécution. La ville était la fière propriétaire d'une guillotine sophistiquée 500 ans avant que le français Joseph Guillotin ne lui donne son nom. On se demande comment il l'appelait. Il faut l'exécuter avec cette chose qui n'a pas encore de nom. Vous voulez dire la guillotine? Chut, on ne peut pas l'appeler comme ça, monsieur Guillotin ne l'a pas encore baptisé. Les habitants étaient souvent réticents à faire office de bourreau. La ville recourait donc à une justice poétique. Si le délinquant avait volé une vache ou un cheval, l'animal était attaché à une corde, relié à une goupille, supportant la lame. On fouettait la bête
La goupille s'ouvrait et le voleur était exécuté par son propre larcin. Devenir hors-la-loi était un moyen d'échapper à la guillotine à vache. Mais il y avait une autre option. On pouvait toujours courir comme un dératé jusqu'au sanctuaire le plus proche. De nombreuses personnes cherchaient asile à Beverly, dans l'Est Yorkshire. Et à juste titre, tout criminel en fuite était en sécurité dès qu'il atteignait cette pierre. Et voyez-vous, la zone d'asile de Beverly était immense. Elle s'étendait sur un cercle de 3 km de rayon à partir du centre-ville, délimité par ces pierres d'asile. Dès qu'on y arrivait ou qu'on pouvait la toucher, on était à l'abri des poursuites. En fait, si j'étais en fuite et qu'on me tue de ce côté de la borne, mon poursuivant devrait payer une amende de 8 livres à l'église. Remarquez, il faudrait qu'il y ait des témoins. À Beverly, la cathédrale était le cœur du sanctuaire. Tous les édifices consacrés offraient l'asile, un délai de réflexion permettant au clergé de tenter de négocier une conclusion pacifique. En général, on n'accordait l'asile que pour une période de 40 jours. Après, si aucun accord n'avait été trouvé, il fallait quitter le pays. On vous donnait une tenue spéciale. On vous faisait porter une croix de bois, on vous marquait le pouce de la lettre A et on vous disait de filer à toute allure jusqu'au port le plus proche. Le temps imparti pour l'atteindre était arbitraire. Un réfugié eut droit à 3 semaines pour aller de Norwich à Portsmouth, alors qu'on n'accorda que 4 jours à un autre malheureux pour le même trajet. Arrivé au bord de la mer, vous deviez prendre le premier bateau quittant l'Angleterre. Et pour chaque jour perdu, vous deviez patauger dans l'eau jusqu'aux genoux pour montrer votre volonté de le faire. C'est le seul exemple de barbotage utilisé comme châtiment. Pour le demandeur d'asile averti, toutefois, l'aspect le plus séduisant de Beverly, c'est qu'on n'y était pas à l'abri des poursuites pendant 40 jours, mais pour toute la vie. Pour obtenir le statut de réfugié permanent, les demandeurs d'asile devaient faire une confession complète de leurs crimes que l'on consignait dans un registre conservé ici, à la cathédrale de Beverly. J'en ai une transcription, et ça fait une lecture fascinante. Il semble que les bouchers étaient les plus enclins à la violence. Je me demande pourquoi. Alors que le plus souvent, les débiteurs étaient des maçons. Rien n'a vraiment changé. La cathédrale est visible à des kilomètres à la ronde. On peut l'imaginer comme un phare invitant tous les voleurs, meurtriers et criminels d'Angleterre à venir apprécier les agréments de cette ville délicieuse. À Londres, la situation devint tellement incontrôlable qu'une pétition fut adressée au Parlement pour protester contre la façon dont les hors-la-loi et autres criminels violents utilisaient l'asile comme planque légale. De jour, ils se tiennent tranquilles, et de nuit, ils s'aventurent dehors pour commettre leurs meurtres, leurs vols et leurs forfaits. Mais l'Église n'était pas la seule à abriter des brigands. L'autre grand pilier de la société, la noblesse, le faisait aussi. Certains de ses membres dirigeaient des syndicats du crime depuis leur château. En vérité, il n'y avait pas grande différence entre les hors-la-loi et les guerriers de la noblesse terrienne et d'épée. En fait, bien souvent, ils ne faisaient qu'un. Les Folleville, par exemple, étaient de mèche avec un noble qui tenait cette piole, le château de Rockingham. Rockingham, dans le Northamptonshire, est à la frontière de 3 autres comtés. Le Leicestershire par ici, le Rutland par là et le Cambridgeshire là-bas. C'est ici que Sir Robert de Vere accueillait fugitifs et hors-la-loi des 4 comtés. Il était de notoriété publique que Sir Robert était le gardien de ce château royal et de sa forêt. Pourtant, l'endroit était un nid grouillant de criminels. Un contemporain écrit
Parfois 20 hommes armés, parfois 30 viennent voir De Vere au château. Et ils partent à l'aube ou durant la nuit. Ils ferment le portail donnant sur la ville et ils peuvent sortir en secret par une poterne. Ceux qui apportent des vivres n'ont pas le droit d'entrer, à moins qu'ils ne connaissent ces hommes armés. Très glauque. Pas étonnant qu'au XIVe siècle, le Parlement ait été inondé de pétitions pour que cessent les exactions de ces bandes de nobles. Les Folleville étaient très coriaces. Leur chef, Eustache, avait 5 meurtres et 1 viol à son actif. Et que leur est-il arrivé? Les a-t-on pendus au gibet, comme ils le méritaient, sans aucun doute? Pas tout à fait. Après 16 ans de crime, on accorda le pardon à tous les Folleville survivants, qui moururent dans la respectabilité. Eustache, que voici, fut même adoubé pour ses bons services à la couronne. Mais comment un bandit comme Eustache a-t-il pu devenir l'un des loyaux chevaliers du roi? Pardonner aux hors-la-loi en retour de leur assistance militaire permettait au roi d'exploiter à son avantage les talents de ces hommes brutaux. Et en l'absence d'armée de métier, le pays finit par dépendre d'eux. Dans les sociétés où les conflits violents étaient courants, le courage et l'agressivité étaient des qualités très prisées chez un homme. Mais l'Angleterre était spéciale. Dans le reste de l'Europe, les chevaliers étaient des aristocrates et le titre était héréditaire. Mais en Angleterre, tout le monde pouvait accéder à la chevalerie. Pour faire son chemin, on commençait par être guerrier, s'il y avait une guerre, et voleur peut-être, s'il n'y en avait pas. Quelque temps après sa mort, un chroniqueur décrivit Eustache non pas comme un meurtrier et un violeur repenti, mais comme un homme farouche et courageux. Le hors-la-loi de la réalité ne faisait plus qu'un avec celui de la légende. L'histoire de Robin des Bois combinait le mythe de la liberté d'avant la conquête avec celui plus tardif de la chevalerie. En fait, les Anglais se réjouissaient d'être une nation de hardis voleurs. Ne cherchez pas les aventures du hors-la-loi à la périphérie de l'histoire d'Angleterre. Elles sont au cœur de ce qui a fait de l'Angleterre, l'Angleterre.